bonjour. Quel beau ministère avec la musique. Quand David avait établi des chants, puis avec les gens qui étaient là pour le service avec la musique, ça nous prépare nos cœurs, ça nous approche du Seigneur. C'est beau. Les beaux chants tantôt, les chants d'assemblée. Qu'est-ce que ça réchauffe le cœur? OK, on va continuer la suite de hier. On va faire un résumé. Ma femme a dit que je répète beaucoup, mais je sais que si on veut que les choses rentrent dans la tête, il faut qu'on les revoie plusieurs fois avant que ça rentre et ça s'incruste. Fait qu'il y a des affaires qui ça va vous sembler des répétitions. Tant mieux que ça veut dire que vous avez absorbé la matière et que vous la savez. Elle, ça fait des dizaines de fois qu'elle c'est pas juste. La sélection naturelle explique-t-elle l'évolution? La théorie évolutive. Ça, c'est nouveau, on n'en a pas parlé encore. La théorie évolutive a pour base le naturalisme. Tout ce qui existe vient de la matière. Tout doit être expliqué en termes de chance, de temps et de lois naturelles qui vont agir sur la matière. On exclut toute intervention divine quand on parle de naturalisme. C'est vraiment, la matière est là, la matière s'est organisée pour un jour donner naissance à des cellules vivantes et à des êtres humains. Par des lois naturelles, par la chance avec le temps. Et en partant, il n'y a pas d'intervention divine. La question qu'on peut poser, mais la matière, elle, de où elle vient? Et, il y a toujours une question de plus qu'on peut se poser comme en tête. Les mécanismes d'évolution, on va en voir un ce matin, l'autre cet après-midi, la sélection naturelle et les mutations. C'est les deux mécanismes qui vont expliquer l'évolution, qui vont mettre en œuvre le naturalisme. La meilleure façon de l'illustrer, l'évolution, on l'a vu hier, c'est l'arbre, où ce que tout a commencé d'une façon très simple. On va regarder ici. Tout a commencé de façon très simple et s'est complexifié par des sauts évolutifs. Ici, on voit une petite bactérie qui finalement s'est transformée en un crustacé. Le crustacé, il y a eu un gros saut évolutif, beaucoup d'ajouts d'informations génétiques qui est devenu un poisson. Qui, lui, a eu un gros saut d'informations génétiques, d'ajout qui est devenu un amphibien ou une grenouille, qui lui aussi a changé, devenu un reptile, comme un dinosaure. Les reptiles, eux, se sont développés en deux sortes d'animaux, les oiseaux et les mammifères. Et à chaque fois, il y a eu l'ajout soudain d'informations génétiques dans le bagage pour changer d'une famille à une autre, d'une espèce à une autre. Ça s'est complexifié pour arriver finalement à l'homme, qui est le plus complexe. C'est pas tout à fait vrai, il y a la femme encore plus complexe que l'homme. C'est pas j'ai le micro que je peux me permettre de dire. Mais c'est ça. Tout s'est complexifié pour arriver à l'être humain. La théorie créationniste, on l'a vu, hein, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu a créé les cieux et la terre. Dans le reste de la Genèse 1, il a créé chaque espèce vivante selon leur espèce. Le mot espèce, on pourrait plutôt dire selon son genre, selon sa sorte, au lieu d'une espèce comme on connaît aujourd'hui. On ne parle pas d'un arbre, on parle d'une forêt. Hein. Ici, tu as le genre canin, qui serait comme tous les loups, les coyotes, les dingos. On pourrait avoir les bovins, on a des différentes sortes de vaches, les Jersey, des Holstein, d'autres, quelque chose qui pourrait ressembler à un bison, c'est dans le domaine bovin. Dieu avait créé les espèces, puis là, il y a eu un grand déluge. Après ça, les espèces ont continué à se diversifier, mais selon leur espèce ou selon leur famille, et non pas des sauts évolutifs de l'amphibien au reptile ou du reptile au mammifère ou à l'oiseau. On parle vraiment d'un changement qui sont horizontales au lieu de verticales. Ces changements-là, Dieu a créé des espèces parfaites, ayant dans leur bagage génétique une grande possibilité de varier, donnant naissance à d'autres variétés d'animaux, mais toujours de la même espèce, puis parfois même avec la perte d'informations génétiques. L'exemple qu'on a, qui est documenté, le loup, quelque chose qui ressemblait à un loup gris, a donné naissance à toutes les espèces de chiens qu'on connaît aujourd'hui. Si on part du loup, bien, il a perdu un peu d'informations, le coyote, le dingo, les collés, puis on arrive au chihuahua. Ça reste un chien, ça reste dans la même famille, qu'est-ce que Dieu a appelé un genre ou une espèce dans Genèse 1, mais il a perdu beaucoup d'informations génétiques. Ça se fait rapidement. Ça ne se fait pas sur des millions et des millions d'années. C'est des choses qui s'observent présentement et qui s'observent rapidement. Le changement, pour un créationniste, il est horizontal versus vertical pour un évolutionniste. Si on se souvient de ça, l'évolution, c'est un arbre
La création, c'est une forêt où ce que chaque genre peut se diversifier, mais il ne va jamais devenir quelque chose d'autre. Versus l'évolution, c'est un arbre qui faut que ça se diversifie et qui change complètement de nature. Ça, c'est des façons de voir. Fait que là, on a notre résumé de base, on est bien en selle pour commencer de parler des mécanismes qui expliqueraient l'évolution, les mécanismes évolutifs que Darwin a proposé. La sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est l'adaptation des espèces à leur milieu. Les individus les plus adaptés survivent et se reproduisent, ainsi ils donnent leurs traits héréditaires à la génération suivante. Tandis que les traits héréditaires de ceux qui sont le moins bien adaptés vont disparaître. L'exemple de ça, ça pourrait être les saumons qu'il faut qu'ils remontent les rivières pour aller frayer puis avoir d'autres saumons. C'est les plus forts qui réussissent à remonter la rivière puis à donner leur traits héréditaires à la prochaine génération. Donc, ça, c'est un exemple qu'on peut avoir. Il y a une sélection naturelle où le plus fort survit, puis c'est lui qui va donner ses traits. Sauf que quand le saumon est dans l'océan, il a beau être le plus fort, s'il croise un requin, ben, il n'aura peut-être pas la chance de donner son information génétique. Fait que, il y a l'effet du plus fort, il ne faut jamais perdre d'idée qu'il y a le côté aussi, il y a la chance au travers de ça. Le plus fort, il faut qu'il soit au bon moment, à la bonne place, sinon il n'y a aucun avantage sur les autres. Fait il faut qu'il y ait une pression sélective. Il faut que quelque chose pousse à choisir le plus fort ou le mieux adapté. Au départ, la sélection naturelle n'explique pas l'origine de la vie. Pourquoi? Pourquoi? Bien parce que, selon la définition, la sélection naturelle nécessite de la reproduction. Avant que la vie existe, il n'y avait pas de reproduction. Si je veux sélectionner un trait de caractère d'un organisme vivant, il faut qu'il soit déjà là. Sinon, je ne sélectionne rien. Quand on parle de mécanisme d'évolution, il faut que la vie soit déjà là. C'est pour ça que j'ai commencé avec ça hier, à présenter un peu l'origine de la vie. La vie, elle a besoin d'être là, sinon on ne peut pas rien sélectionner. Et ça, c'est un point très important. Et la théorie évolutive, on l'a vu hier, ça a un trou immense dans leur théorie qui est l'apparition de la vie. Ils n'ont aucune idée comment la vie a pu apparaître scientifiquement. Il n'y a rien qui se démontre que la vie, elle a apparu par elle-même. En partant, il y a un gros trou. Mais si on décide de passer par-dessus cet obstacle-là et de dire, OK, la vie est déjà là, puis on va essayer de la faire évoluer maintenant, mais là, la sélection naturelle peut être impliquée. On va essayer de voir est-ce que c'est effectivement ce qu'on observe aujourd'hui. Selon la théorie évolutive, avec la sélection naturelle, on devrait voir apparaître graduellement dans le passé des espèces de transition. Il devrait en avoir beaucoup. Compte tenu de la diversité du vivant qu'on observe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a entre 8 et 15 millions d'espèces vivantes sur la planète. Pour avoir ce 8 à 15 millions d'espèces vivantes-là, il doit y avoir vraiment beaucoup d'espèces transitoires ou le point d'une branche, puisque ça s'est divisé pour devenir maintenant un amphibien. Puis, fait qu'on a eu le premier poisson qui est sorti de l'eau, qui est devenu un genre de grenouille. Il devrait y avoir beaucoup de ces espèces-là. On devrait en retrouver beaucoup si la théorie de l'évolution est vraie. Où est-ce qu'on va trouver ces espèces-là? Aujourd'hui, les gens disent qu'on est dans le monde moderne, fait qu'on n'en voit pas de forme transitoire, fait qu'on va les trouver dans le passé. Comment est-ce qu'on fait pour reculer dans le passé? Et on regarde les fossiles. C'est comme ça qu'on est supposé de voir des formes transitoires qui ont été sélectionnées au travers du temps pour voir des nouvelles espèces apparaître qui n'existaient pas avant. Les fossiles, on les trouve dans les couches géologiques. On voit ça dans les livres aujourd'hui en géologie, puis on voit ces belles couches-là bien divisées, qui dit que si tu creuses bien creux dans le fond, mais là, tu vas avoir des couches d'à peu près 3 à 4 milliards d'années. Puis là, par-dessus ça, tu vas avoir d'autres couches un petit peu plus jeunes, de 500 millions d'années, puis jusqu'à aujourd'hui, là, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on marche sur le sol. Mais ça, c'est juste dans les livres que ça existe. Ça n'existe pas à nulle part. Des couches comme ça. Si vous vous mettez à creuser chez vous, là, vous n'allez pas trouver une succession de couches géologiques comme ça. C'est vraiment juste dans les livres. La place où on en voit le plus de successions de ce genre-là, c'est le Grand Canyon. Puis il y a à peu près juste la moitié des couches décrites dans les livres. Le reste, ils les ont pigés un petit peu partout autour du globe. Puis ils ont dit, OK, cette couche-là représente telle période d'année, on va la mettre ici. Puis ils ont formé la colonne géologique.
mais elle n'existe pas physiquement sur la Terre. Elle est un peu partout éparpillée. Ça, c'est des choses qui est bien importante de savoir en partant. Là, on cherche nos formes transitoires dans ces colonnes géologiques-là. Qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que les fossiles ils apparaissent toujours brutalement et complètement formés dans le registre. Fait que dans cette couche-là ici, bon, on va voir commencer à apparaître des vers puis des organismes plus simples, genre coquillages, ou ils apparaissent déjà faits puis 100% formés puis qui étaient capables de survivre dans leur milieu. Il n'y a pas de forme transitoire qui apparaît. Puis là, on voit ces successions-là d'organismes au travers des couches géologiques. Ensuite, lorsque la vie apparaît dans le registre fossile, il y a déjà une grande diversité. Selon la théorie évolutive, c'est un arbre. C'est supposé d'avoir un organisme simple qui s'est, avec le temps, les ajouts génétiques, s'est complexifié pour avoir plusieurs organismes. Et quand on commence à voir de la vie là, dans les premières couches, là, il n'y a pas juste une ou deux espèces de vie. Là. Il y a déjà des centaines d'espèces de formes de vie présentes qui sont complètement formées et qui ne sont pas des formes transitoires. Ces formes de vie-là, même qui sont encore exactement pareilles aujourd'hui, supposément 3,5 milliards d'années plus tard, puisque la vie commence à apparaître sur la Terre. Quand on y pense, on ne voit pas au travers du registre ces formes transitoires-là. Autre fait important ou chose, un fait d'intérêt pour nous autres, les créationnistes, quand on regarde ça, ça a vraiment l'air d'une succession de simples à compliqués dans les couches. Ça semble à l'arbre. Qu'est-ce qui explique ça ici, qu'on observe dans les couches plus basses des organismes plus simples, plus qu'on monte, des organismes un peu plus complexes? Moi, j'ai une réponse simple à cette question-là, le déluge. S'il y a un déluge universel aujourd'hui, qu'est-ce qui va se faire attraper dans les couches plus basses? Ça va être les organismes simples qui n'ont pas de moyen de se déplacer. Puis plus que tu vas te complexifier, plus que tu vas avoir le moyen de te sauver de ça, des sédiments qui t'entourent ou de l'eau. Des êtres humains, entre autres, qui ont monté, j'imagine, sur des arbres ou ont monté des collines pendant le déluge. Fait que, où est-ce qu'on va les retrouver dans le fond? Ou on va les retrouver sur le dessus, on va les retrouver sur le dessus. Les animaux, même chose. Quand on regarde le registre fossile aujourd'hui, 95% des fossiles qu'on voit, c'est des coquillages. Environ 95%. Il y a à peu près 2 à 3% que c'est des plantes fossilisées. Il va y avoir du pétrole, il va y avoir du charbon, des choses comme ça. Ça représente à peu près 2 à 3%. Quand on tombe dans les espèces animales, on est à peu près à 0,5% des qu'est-ce qu'on retrouve, c'est des espèces animales. Fait que la grosse majorité des fossiles qu'on voit aujourd'hui, c'est pas des dinosaures, c'est pas des mammifères, c'est vraiment des coquillages ou d'autres espèces plus basses qui avaient, s'il y a un déluge, pas de moyen de se déplacer ou de se tasser. On a des plantes, comme je disais, elles autres aussi, elles sont enracinées là, ils sont là, puis ils se font prendre fossilisés sur place. Ça, c'est ce qui explique un petit peu les fossiles. L'autre chose importante à comprendre quand on forme un fossile, c'est que le fossile, c'est l'empreinte d'un animal, ou d'une plante, ou d'un coquillage sur une roche. Ça laisse son empreinte là. Qu'est-ce que la théorie enseigne? C'est que les fossiles sont formés sur une longue période d'années, des millions d'années, où ce que l'animal meurt, là, il va y avoir des couches qui vont tomber de sédiments par-dessus, puis il va laisser son empreinte. Est-ce que ça se peut? Pour vous donner un exemple, j'ai un aquarium, mettons, on a un aquarium chez nous, notre poisson rouge meurt, puis il reste dans le fond. Après 1 an, est-ce que mon poisson rouge va être encore là, si je ne change pas mon eau? Là? Il ne sera plus là, le poisson rouge. Est-ce qu'il va y avoir un fossile? Il n'y aura pas de fossile non plus, il va se décomposer, il va y avoir des organismes qui vont en manger. Même assez que les arêtes du poisson ne seront même plus ensemble, probablement qu'ils vont être rendus éparpillés un petit peu partout. Fait que pour laisser une empreinte, pour qu'un fossile se forme, il laisse une empreinte, il faut que ça soit fait rapidement, il faut que le fossile soit enfoui rapidement. Ici, on a l'exemple qui est présenté dans les livres de biologie, et ça se peut pas. Un poisson tombe dans le fond de l'océan, il va y avoir d'autres poissons ou d'autres organismes qui vont être bien contents, puis ils vont le manger, puis ils vont le décomposer, puis ils vont éparpiller ses arêtes. Ça ne va pas faire un fossile. Ça va se décomposer. La même chose. Aujourd'hui, on a un animal domestique qui va décéder, on va l'enterrer en arrière de la maison. Et si on retourne dans 20 ans, là, on va peut-être retrouver des os, peut-être même pas en même place. Ils vont être rendus séparés quand ces animaux vont se promener avec. On ne va pas avoir un fossile dans notre cour arrière. Comprendre ça.
parce que la nature va décomposer les choses. Donc, il faut que ça soit enfoui de façon rapide. Ici, c'est tellement un bel exemple. On voit un poisson qui s'est fait capturer après, en train de prendre son lunch. Est-ce que ça s'est fait sur des millions d'années? La réponse est clairement non. Des exemples de ça, il y en a des dizaines et des centaines. On a des empreintes de pas fossilisées dans le sable. Si aujourd'hui on va sur le bord de la plage, on met une trace de pied dans le sable, est-ce que demain ou après-demain on repart, ça va être encore là? Ça va déjà disparu. Pour qu'elle reste là, il a fallu qu'elle soit emprisonnée rapidement par d'autres couches qui ont étalé, qui ont embarqué par-dessus. Ça, c'est des exemples. On a, excusez, ça va être un peu cru, mais des déchets fécaux d'animaux fossilisés. Ça, c'est déjà pas mal décomposé. Si la job n'est pas finie rapidement, il faut que ça soit enfoui rapidement pour que ça se fasse. On a des animaux, des mammifères marins qui étaient après accouchés de leur enfant quand ils se sont fait prendre dans des sédiments. Puis un petit peu de la même façon, on voit le fossile d'un mammifère marin qui est après donné naissance à son bébé, puis là, il a été pris dans des sédiments pendant l'accouchement. Et ça, c'est d'autres bels exemples qu'on a où les fossiles, ça se forme rapidement. On a des fossiles de peau de dinosaures, où tu vois toutes les pores de peau du dinosaure, ses écailles, puis c'est un emprunt vraiment belle. Est-ce que ça a pris des millions d'années? Non, sinon on n'aurait pas ça, la peau se serait décomposée. Des organismes, là je le link en anglais, jellyfish, c'est quoi? Méduses. Des méduses. Ça c'est comme mou, ça vit dans l'eau, c'est des corps mous. Puis il y a des empreintes de ça, des peaux fossiles, où tu vois tous les détails de la méduse. Ça, c'est un corps mou. Encore une fois, ça se décompose quand c'est mort très, très rapidement. C'est mou, c'est pas comme un os solide. Il y a des exemples de ça, il y en a plein. Pour former un fossile, ça prend une catastrophe pour que le fossile l'animal soit capturé rapidement. Qu'est-ce qui explique ça? Si on voit la Bible? Encore une fois, c'est le déluge qui explique ça. Donc là, on est à la recherche d'espèces, je ne sais pas si vous vous souvenez, on est à la recherche d'espèces intermédiaires. Qui vont montrer que dans le passé, il y a eu des changements d'une espèce à l'autre. On recherche ça. Si on retourne dans le registre fossile, on trouve ici un sélacanthe dans des couches de 65 millions d'années, supposément. C'est des couches vieilles de la Terre. Puis, qu'est-ce qu'on voit à côté? Un sélacanthe identique, encore vivant aujourd'hui. Si on regarde les deux animaux, les deux animaux, ils sont exactement pareils, ils n'ont pas changé en 65 millions d'années. Ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas changé quand ils ont eu la chance. Les crevettes tapodes vivaient là 250 millions d'années selon le registre fossile. Aujourd'hui, ils sont exactement pareils. On ne parle pas de forme intermédiaire encore. C'est l'organisme vivant, là, supposément 250 millions d'années, était déjà parfaitement adapté à son milieu. Un organisme complet, ce n'était pas un intermédiaire pour d'autres choses. Le pain de Wollemi, ça a été trouvé en 1994 en Australie. On croyait que c'était éteint depuis 150 millions d'années. Ils ont trouvé un fossile de ce pain-là. Il est exactement pareil encore aujourd'hui, 150 millions d'années plus tard. D'autres exemples de ça, la libule, c'est un organisme qu'on peut penser qui est primitif, mais 190 millions d'années plus tard, il est encore exactement pareil. Il n'a pas changé. On voit qu'il y a une conservation. Quand on regarde le registre fossile, on ne voit pas une diversification des espèces nécessairement, on voit une conservation. L'espèce, pendant 190 millions d'années, elle a resté comme elle est. Elle n'a pas changé. Ça, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On ne voit pas de transition. Quand je parlais tantôt du sélacanthe, pendant plusieurs années, le sélacanthe était considéré comme le chaînon manquant entre les poissons et les reptiles à cause de l'adaptation de ses nageoires en pattes. Les gens disaient, en regardant le squelette du sélacanthe, voici, c'est l'ancêtre des reptiles qui est sorti de l'eau et qui s'est adapté à la vie terrestre. Puis, ils ont mis un autre animal, ils ont dit, bon, on a passé du sélacanthe à l'Ichthyostegus. Voici, ça a été présenté juste comme ça en disant, bon, les eaux ont changé un petit peu, puis ça a devenu la prochaine espèce qui était le reptile. On oubliait que ça ne prend pas seulement des pattes, des nageoires qui se transforment en pattes, ça prend la peau qui change, les yeux qui changent, les poumons, le système reproducteur qui change pour s'adapter à la vie terrestre. Pour changer un poisson et l'amener sur la Terre, là, ça prend des multiples changements, des millions de changements dans son ADN pour que ça puisse être possible.
Finalement, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est la photo que j'avais tantôt. Ils ont trouvé un coélacanthe encore vivant aujourd'hui. Est-ce que cette espèce-là de poisson est en train de transitionner pour aller sur la Terre? Je pense que si on prend le coélacanthe et on le met sur la Terre, là, il va être très malheureux. Il ne va pas être capable de vivre, il ne sera pas capable de se reproduire, il n'est pas capable de respirer, sa peau ne sera pas adaptée à la vie terrestre. Il n'était pas en transition. Pourtant, c'est ce qui était présenté dans les manuels à l'époque. Puis on présentait l'animal intermédiaire, la transition entre le poisson et le reptile, mais c'est faux. D'autres formes intermédiaires. Si on part de notre arbre, on a des bactéries qui sont devenues des crustacés, des amphibiens, des reptiles, qui sont devenus des mammifères et des oiseaux. Puis les mammifères sont devenus des hommes, mais il y a certains mammifères qui ont décidé de retourner dans l'eau. Ça, c'est les baleines. L'évolution n'a pas arrêté avec les mammifères terrestres. Il y en a qui ont décidé qu'ils retournaient vivre dans l'eau. Là, il y a les baleines qui ont évolué. Encore une fois, ils ont fait la chaîne possible qui ramène les mammifères terrestres à mammifères aquatiques. On va commencer cette chaîne-là avec le Pachycetus, qui a existé il y a 50 millions d'années. On ne le voit pas bien, hein, mais les petits bouts qui sont un peu plus foncés, un bout du crâne, quelques dents, puis un bout du menton, c'est les premiers os qu'ils avaient trouvés de cet animal-là, qui était supposément 50 millions d'années. Avec ces os-là, ils ont dessiné un animal, un mammifère qui allait à la chasse dans l'eau, un mammifère aquatique. Ça, c'était dans les livres pendant des dizaines d'années. C'est ça qu'ils ont représenté. Plus tard, ils ont trouvé le reste du squelette. Le reste du squelette, c'est ça ici. En fait, c'est à peu près gros comme un labrador. Ça ressemble à un rat géant. Si on regarde, là, ça, c'est supposément l'ancêtre, le mammifère qui a décidé de retourner dans l'eau pour devenir une baleine. Il avait inventé la succession en se basant sur des os de crâne. Il avait dessiné un animal. Encore, c'était artistique, c'est pas scientifique. C'est un artiste qui avait dessiné un animal pour que l'animal puisse retourner dans l'eau pour devenir une baleine. Mais en fait, quand on regarde cet animal-là, serait probablement très malheureux. Si on disait, OK, maintenant tu vas aller chasser dans l'eau, tu vas aller attraper des poissons à 15-20 pieds dans le profond, je pense qu'il serait bien triste, cet animal-là. Si on continue dans cette même chaîne-là, 1 million d'années plus tard, avec beaucoup de mutations, de sélection naturelle, le Pachycetus aurait changé supposément en Ambulocetus. Ici, on voit les os qu'il avait trouvés au départ, les os du crâne, des os des côtes, des os au niveau pas des genoux, mais le tibia. Avec ces parties-là, il avait, encore une fois, fait une représentation artistique de l'animal. Il avait dit, oh, vous voyez, c'était un mammifère avec 4 pattes, qui avait une grande queue puissante, qui nageait en dessous d'eau pour attraper ses proies. Plus tard, ils ont trouvé le reste du squelette. C'est ça que ça ressemble aujourd'hui. On l'a ici même en gros. Qu'est-ce qu'ils ont gardé comme erreur? C'est encore vrai aujourd'hui. L'animal est représenté comme ne marchant pas à 4 pattes. On dirait qu'il faut qu'il soit toujours dans l'eau. Hein? On voit ses pattes arrière ne sont pas pliées comme on voit ici, mais ils sont vraiment à la traîne, comme si c'était des flippers ou des nageoires. Un petit peu comme si c'était un phoque. Ici, j'ai mis un squelette d'un phoque, un morse ou ils ont représenté l'animal de cette façon-là. Et l'animal, il y a un bassin, il a les os des genoux, puis il marchait à 4 pattes, cet animal-là. Oui, il vivait peut-être sur le bord de l'eau, comme un crocodile peut vivre sur le bord de l'eau, ou comme d'autres animaux, mais il n'était pas comme un phoque là, avec les pattes arrière qui sert de nageoire, il marchait à 4 pattes. Puis encore une fois, là, on parle de 1 million d'années de passé du Pachycetus à l'Ambulocetus. Là, il faut faire cette chaîne-là pendant des millions d'années pour arriver un jour à un autre mammifère aquatique, le Basilosaurus, qui lui est 10 fois plus grand que l'Ambulocetus. Après 2-3 millions d'années, on a grossi en passant par la chaîne de différents animaux qui étaient en passant très bien adaptés à leur milieu. C'est juste des espèces disparues aujourd'hui. Mais selon l'évolution, c'est des espèces qui se sont succédées. Pourtant, on les retrouve à peu près toutes dans les mêmes couches, un peu mélangées dans les mêmes couches géologiques. On arrive au Basilosaurus qui ressemble à un monstre marin, qui lui s'est ensuite diversifié. Mais là, il a pris de la taille, là. Il ressemble de plus en plus à une baleine. Il s'est diversifié en des types de baleines. On a des baleines aujourd'hui qui sont capables de nager 2 km en dessous de l'eau pour pouvoir attraper des pieuvres géantes.
Les cachalots font ça, ils descendent 2 km en dessous de l'eau. Fait qu'ils sont capables de résister à une pression immense, puis ils restent jusqu'à 2 heures en dessous. Ils prennent un souffle, puis ils descendent 2 heures de temps. La question que j'ai, c'est comment cet animal-là a évolué. Si son régime alimentaire nécessitait des pieuvres géantes, puis il fallait qu'il descende si bas, c'est qui le premier organisme, le premier baleine qui a décidé de descendre plus bas pour trouver quelque chose à manger? Parce que c'est ça la sélection naturelle, hein? C'est un animal qui avait un avantage sur les autres à cause de la pression de son milieu. Mais c'est tout un défi là, pour un mammifère de descendre aussi creux à cause de la pression. Puis le défi il est immense pour plusieurs choses. Il faut que la capacité pulmonaire augmente. Hein? Toutes les baleines qu'on connaît peuvent rester longtemps en dessous de l'eau. Il faut que la queue se développe pour une nage puissante. Il faut que les yeux s'adaptent à la vie aquatique. Là, ils sont rendus en dessous de l'eau. Ça prend quelque chose pour l'adaptation des yeux, des pressions au niveau des oreilles. Ils perdent leur poil. C'est le mot là, perdu leur poil. La narine qui était sur le museau du Pachysitus ankylocetus, il a commencé à migrer pour être sur le dessus de la tête. Il a fallu qu'ils soient capables d'accoucher en dessous de l'eau et allaiter en dessous de l'eau leur enfant. Ça, c'est tout un défi. Puis, tous ces petits changements-là, augmenter la capacité pulmonaire, ça ne se fait pas avec une génération, ça prend plusieurs générations avec beaucoup de mutations, de changements qui vont accepter pour que ça fonctionne. Fait que, si on voit les formes intermédiaires, c'est une belle succession mais il n'y a aucune preuve de rien qui est vraiment une succession authentique. Hein. Puis si on part même du Pachysitus ou de l'Ambulocetus, c'est des mammifères terrestres. Ils n'ont pas rien qui les pousse de façon sélective à aller dans l'eau et à se transformer. C'est un processus qui est conservateur. Hein. Les fossiles nous enseignent que la sélection naturelle favorise le maintien des espèces. Pourquoi? Parce que la sélection naturelle peut seulement sélectionner ce qui est présent dans l'organisme. Elle ne sélectionne pas ce qui n'existe pas. Donc, la sélection naturelle qui agit sur un reptile ne peut pas sélectionner des plumes parce que le reptile, il n'y a pas d'information génétique pour faire des plumes. La sélection naturelle, ça conserve ce qui est déjà là. Ça ne crée rien de nouveau. En partant, là, on ne va pas rien inventer avec la sélection naturelle. Ça va amplifier des traits génétiques présents. Ça ne va pas rien créer. C'est pour ça que je vais parler des mutations cet après-midi. Qu'est-ce qui va créer, supposément, des nouvelles choses sur un organisme? Ça va être les mutations. La sélection naturelle, c'est un processus conservateur. On va vous amener dans les bactéries. On a parlé hier de complexité irréductible, des choses qui sont compliquées et qu'on ne peut pas réduire. Les bactéries ont des flagelles. Certaines bactéries ont des flagelles qui leur permettent de se déplacer dans leur milieu. C'est comme un filament. Ici, on a l'exemple amplifié 50 000 fois. Un filament qui se déplace, puis ça va faire que la bactérie va pouvoir bouger dans son milieu pour aller où il y a des nutriments ou des choses à manger, pour fuir, ça peut être ça. Donc, ce flagelle-là est constitué de 40 parties différentes. Et on voit ici, là, il y a 40 parties différentes. Avec le filament, tu as des rotors, tu as des joints. Ceux qui connaissent la mécanique, ça ressemble quasiment à un engrenage, un moteur, puis, avec des barres joints et des choses comme ça. La flagelle, elle tourne à 100 000 tours minute. 100 000 rotations en 1 minute. Un autotour rendu à 3500 tours, on change de vitesse. Et elle tourne à 100 000 tours minute, puis en un quart de tour, elle arrête de tourner et elle repart de l'autre sens. 100 000 tours minute. Si on faisait ça, nous, à 3500 tours minute, puis on met ça du reculon, le tour ne va pas reculer, il va arrêter. Ça va briser là. Mais la flagelle est faite, tellement bien faite qu'elle peut tourner comme ça. La question, c'est comment la sélection naturelle a pu expliquer l'apparition de quelque chose de simple comme une flagelle. On parle d'une bactérie, c'est simple. Dans l'arbre évolutif, c'est le bas de l'arbre. Mais seulement si les 40 parties de la flagelle apparaissent en même temps. Sinon, il n'y a pas d'avantage. Fait que la sélection naturelle va plutôt l'éliminer, les composantes inutiles. Hein. La vraie réponse, c'est que la sélection naturelle ne peut pas produire la flagelle, mais elle peut seulement agir si la flagelle est déjà présente. Imaginez que vous avez une bactérie, puis là, elle a plein de filaments comme ça. Mais les filaments ne sont pas connectés avec rien d'autre. Ça fait juste traîner. Et s'il y a un prédateur qui veut venir attaquer cette bactérie-là, de un, les filaments ne pourront même pas bouger pour se sauver, puis en plus, le prédateur va avoir bien plus de choses à agripper pour la prendre. Fait qu'on voit que pour que la flagelle vive, elle apparaisse,
Il fallait que les 40 éléments soient déjà présents tout en même temps. Avec la sélection naturelle, là, s'il y avait eu une bactérie avec juste des filaments, la sélection naturelle, elle aurait fait quoi? Elle aurait éliminé cette bactérie-là parce qu'elle n'était pas bien adaptée à son milieu. La sélection naturelle élimine les choses inutiles. C'est ça la théorie est en arrêt de ça, c'est ça. Il y a d'autres choses comme ça qui sont complexes et qu'on ne peut pas réduire. L'œil, un autre exemple de ça, c'est l'œil.